Je vous le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous pour cette conversation Werner Herzog, accompagné de Andrei Gratchev. Andrei Gratchev qui est historien, politologue et qui a été le porte-parole de Gorbatchev. Il nous disait tout à l'heure qu'il apparaissait dans le film, vous l'avez vu, il nous en dira plus tout à l'heure. Et pour modérer leur conversation, leur échange, le journaliste Pierre Aski, que vous connaissez probablement, il a longuement travaillé pour Libération dans le domaine international. Il a créé Louis 89. Il intervient aujourd'hui, par exemple, tous les jours en chronique géopolitique sur France Inter. Il a vécu et travaillé en Afrique, en Chine, publié de nombreux ouvrages. Voilà. Donc, merci à vous tous pour cette conversation. Merci, bonsoir, bonjour à toutes et tous. Bonjour Werner Herzog, merci d'être là et merci de cette page d'histoire que vous nous avez fait revivre à travers ce film, on y reviendra longuement. Et bonjour à Andrei Gratchev, qui fut le dernier porte-parole de Gorbatchev, qui a publié il y a 3 ans un livre sur les derniers jours de l'Union soviétique, dans lequel il raconte comment il a prolongé la vie de l'Union soviétique de 24 heures. Parce que Gorbatchev devait publier le communiqué mettant fin à l'URSS le 24 décembre, et Andrei Gratchev est allé le voir en disant « C'est Noël dans le monde occidental, vous n'allez pas leur gâcher leur Noël », et ça a été reporté de 24 heures. Donc l'URSS a vécu 24 heures de plus grâce à Andrei Gratchev. Werner Herzog, je vais commencer par vous demander peut-être à quel moment vous avez eu le désir de faire ce film sur Gorbatchev et quelle était votre motivation. Est-ce que c'était de lui rendre hommage ou est-ce que c'était de chercher des réponses? In fact, I stumbled into it. My very dear friend Andrei Singer, director and producer in England, was about to make the film. En fait, ça m'est tombé dessus un peu par hasard, puisque c'est mon cher ami et collaborateur, Andrei Singer, qui est à la fois un cinéaste et un producteur, qui était censé faire le film. And then Andrei had afterthoughts. He was hesitant for several reasons. A practical reason, for example, he needs a hearing aid, and translation through an interpreter with a hearing aid, it would confuse too many languages from too many sides. Et il se trouve qu'André a eu un certain nombre de questionnements, d'hésitations, il ne se sentait plus de le faire. Il y avait d'abord des hésitations pratiques, comme par exemple le fait de devoir travailler avec une oreillette et avoir de l'interprétation simultanée, ça faisait trop de langue en jeu. And Andrei asked me, can you take over? And I said, sure, I would even walk on foot to Moscow and do it. Et il m'a demandé, est-ce que toi, tu te sentirais de faire à ma place, et moi, je serais allé à pied à Moscou pour le faire. Because as a German, it is obvious that I loved Gorbachev for being the driving force behind the reunification of Germany. C'est surtout en tant qu'Allemand que je me sentais vraiment fasciné, redevable à Gorbatchev comme la figure de la réunification de mon pays. And reunification, long before it actually happened, was a very important part of my soul, cultural soul. Bien avant qu'elle ait effectivement lieu, la réunification a été pour moi une sorte d'idéal pour mon âme allemande. And there was one moment when Willy Brandt, the German Chancellor, whom I liked, declared the book of the German unification closed in an official declaration at the Bundestag. Un jour, Willy Brandt, qui était un chancelier allemand que j'aimais pourtant beaucoup, a déclaré à la Bundestag que le livre de la réunification était clos. And I said, this cannot happen. A German chancellor cannot do that. Now, since politics has abandoned reunification, it's only the poets who are called upon now
d'horreur qu'un chancelier allemand fasse une telle déclaration. Et je me suis dit, puisque la politique abandonne ce projet, il faut que ce soit les poètes qui leur emboîtent le pas. And I decided to travel around on foot around Germany, all the insinuations and up and down in the mountains around Germany, Austria, Switzerland, France, Belgium, Holland, Luxembourg, Denmark. I traveled on foot because I knew I had to hold the country together, which was only in fragments. Et c'est là que j'ai entrepris de faire une marche. J'ai parcouru à pied toute la frontière de l'Allemagne, toutes ses sinuosités, ses montées, ses descentes, et j'ai fait tout le tour, la France, la Suisse, le Belgique, la Hollande, le Luxembourg, j'ai fait le Danemark, j'ai fait tout ce trajet pour que ce soit avec mes bras de poète que je puisse encore assurer la cohésion de ce pays. In other words, it would have been Hölderlin 200 years earlier, 150 years earlier, who would have done it. We are the ones called upon. 150 ans plus tôt, c'est Hölderlin sans doute qui l'aurait fait. C'était à nous que revenait cette tâche. Un des livres d'Andrei Gratchov est intitulé Le mystère Gorbatchev. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, de percer ce mystère? Est-ce que, à la fin de votre tournage, vous avez eu l'impression de comprendre le personnage historique de Gorbatchev? I think I had a rapport with him within 20 seconds flat. Je pense qu'en 20 secondes, le contact s'est établi entre nous. Men recognize each other when they touch each other and see each other for the first time. Gorbachev knew that I had traveled on foot. Les hommes, les êtres humains se reconnaissent immédiatement au premier regard. Gorbatchev savait que j'avais parcouru le contour de mon pays à pied. Of course, I'm trying to go deeper to look deeper into his soul. But ultimately, I knew it should be a look into the soul of Russia. J'étais là pour me plonger dans les profondeurs de son âme, mais je savais qu'en réalité, c'était l'âme de la Russie que j'explorais. And this is why I wanted him to recite a poem by Lermontov. And not only that he recites it, it is so beautiful that I repeat it in a written scroll. Et c'est pour ça que je voulais qu'il récite ces vers de Lermontov. Non seulement il l'a fait, mais je me suis permis après de les écrire aussi, de les faire dérouler. Andrei Gratchov, vous avez vu le film, vous avez travaillé des années avec Gorbatchev, vous avez écrit beaucoup sur lui tout au long de ces 30 années qui se sont passées. Vous êtes historien, vous avez un regard multiple sur cette histoire. Comment vous voyez le Gorbatchev de ce film? Bon, je vais commencer par dire un grand merci à Werner Herzog pour m'avoir offert 2 heures de plus dans ma vie avec en compagnie de Gorbatchev. Parce que, comme vous le savez, et d'ailleurs comme le film le confirme, j'étais celui qui l'a accompagné jusqu'à, pas même les derniers jours, mais les dernières heures de son travail au poste du président de l'URSS. Donc pour moi, c'est extrêmement impressionnant de le redécouvrir par les yeux de Werner Herzog. Évidemment, c'est les yeux d'un Allemand, comme tout Allemand, je crois que Herzog a je ne sais pas si on peut le dire, un faible pour Gorbatchev. Parce que, il le dit dans le film. Voilà, parce qu'après tout, comme je ne suis plus en mes fonctions officielles, je peux dire des choses comme je les crois. L'Allemagne a reçu sa unification de main de Gorbatchev.
s'il n'y avait pas Gorbatchev en ce moment au sommet de l'Union soviétique, bon, nous ne nous imaginons pas un cauchemar que s'il y avait un Poutine à la place de Gorbatchev en ce moment, il est certain, à mon avis, que le mur de tout ça est toujours là, et probablement l'Allemagne serait encore divisée. Encore une réflexion, Bernard a mentionné tout à l'heure voilà, la réflexion de Willy Brandt, qui a renvoyé la perspective de l'unification de l'Allemagne, qu'il a remis entre les mains des poètes. Moi qui a connu Gorbatchev, je crois que je peux le dire en cette audience, mais dans les autres également, mieux que beaucoup d'autres, je crois que Gorbatchev était un poète. C'était un poète de politique, c'était un croyant, même s'il était secrétaire général du Parti communiste, un croyant en homme, en bon sens et en progrès humain. Et il a réussi, bon, une chose, peut-être il fallait être en quelque sorte un poète comme lui et pas tout simplement un politique ou un politicien professionnel, parce que les politiques, ils savent, voilà, le cadre dans lequel ils peuvent opérer, connaissent les choses qui sont possibles, qui ne le sont pas, qui sont interdites non seulement à réaliser, mais même à penser. Lui, non. Et c'est pour cela, à mon avis, il a réalisé ce qui aurait pu paraître impossible à l'époque, tout simplement parce que pour lui, c'était la chose naturelle, c'était de suivre le bon sens, les intérêts des gens, et des gens, pour lui, ce n'était pas une notion abstraite, c'était des gens, comme on le voit dans les films de Herzog, les babouchkas dans son village natal, et les autres babouchkas, même s'ils s'appellent autrement en Allemagne, mais à travers l'Europe et le monde. Et une dernière réflexion, c'est que pour y arriver, curieusement, peut-être c'est un phénomène exceptionnel dans l'histoire, Gorbatchev était obligé de procéder d'une façon totalitaire. Ça va surprendre peut-être Pierre Aski, cette réflexion, mais à mon avis, Gorbatchev a dû user pleinement les fonctions du système totalitaire et du pouvoir qui était concentré entre ses mains comme maître absolu de l'Union soviétique pour imposer à la nomenclature, à la bureaucratie, à tous ses adversaires, en partie aussi au monde extérieur, ce qui lui paraissait raisonnable et nécessaire aussi face à une réalité d'un monde nouveau qu'il a pressenti en ce moment. Vous avez titré un de vos livres Le pari perdu, point d'interrogation. Je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation, mais est-ce que ce pari pouvait être gagné? Est-ce que Gorbatchev avait la moindre chance d'arriver à transformer ce système? Bon, je crois qu'il y a, c'est vrai, il y a une sorte de jeu avec le lecteur. J'invite aussi le lecteur de répondre à la question, mais je ne crois pas, je ne considère pas Gorbatchev comme perdant. Après tout, bon, soyons sérieux. Nous vivons dans un monde qui a renvoyé la guerre froide dans le passé, un monde qui, en principe, jusqu'à tout récemment, voilà, était quasiment certain d'avoir évité la perspective ou la menace de la Troisième Guerre mondiale, mais aussi, bon là c'est des choses plus ou moins évidentes et tout le monde peut l'accorder à Gorbatchev, mais même pour ce qui concerne un aspect plus douteux, je dirais, de son pari, la Russie. Même avec un Poutine à la tête de la Russie, même avec voilà, tous les soupçons et toute
les indices d'un possible retour de cette Russie post-soviétique en arrière, bon, finalement, soyons sérieux, la Russie actuelle et surtout des gens dans leur tête, des Russes dans leur tête, ils ne sont plus des soviétiques. Ils ne vont pas y revenir puisque ce que Gorbatchev a réussi, il a obtenu ce que il n'y a plus d'endroit où on peut revenir. Voilà. On ne peut qu'aller de l'avant. Peut-être ça peut être pire, peut-être ça peut être plus dangereux, mais il n'y aura pas de retour vers le système soviétique, vers le passé soviétique, et donc vers les clivages terribles du XXe siècle. Bernard Herzog, même question sur le pari perdu. Est-ce que, après avoir passé autant de temps avec Gorbatchev, vous avez le sentiment qu'il aurait pu réussir son pari de transformation de l'Union soviétique, non pas de la Russie, mais de l'Union soviétique? Well, that is up to speculation. But of course, what is also important to look at what he could not achieve, what was not possible. For example, bringing Russia and the West together, and that was rejected in a way. And he had the dream of the common European house from the Ural to the Atlantic. On peut spéculer là-dessus, mais je pense aussi on peut dire ce qu'il ne pouvait pas réussir, ce qui n'était pas à sa portée. Il avait ce rêve d'une Europe unie, de l'Oural jusqu'à l'Atlantique, et ça c'est quelque chose dont l'Occident ne voulait pas. And that was rejected by the West. And we should not forget that Putin at the German Bundestag in 2003 or 2004 again postulated the common European house, and nobody followed. Et n'oublions pas qu'en 2003 ou 2004, cela a été remis sur la table par le Bundestag et par Poutine, et personne n'y a répondu favorablement. And one of the missed chances that Gorbachev was very bitter about was also a little bit later attempted by Putin, stretching out the feelers. Russia should become member of NATO. It was not an official application, but he clearly stretched out his feelers, and it was rejected. Et un des autres échecs, des occasions manquées qui rendaient Gorbatchev particulièrement amer, c'était la question de l'extension de l'OTAN, qui n'a finalement pas été menée à bien comme c'était prévu. And this has created a situation where the world is almost like sleepwalkers, walking into a much more dangerous situation than we have it right now. Et tout cela a créé une situation de somnambulisme, où le monde avance vers un inconnu potentiellement beaucoup plus dangereux. Il y a une séquence humainement très forte dans le film, c'est quand il parle de Yeltsin et du peuple qui aime ce type de politicien. Est-ce que vous l'avez trouvé amer par rapport à ça? Quel regard porte-t-il sur ce qui s'est passé après son départ? Yes, of course, there was reason for him to be bitter. And I have worked in the Soviet Union at that time, making a film when Yeltsin came to power, and I have seen an abyss of misery and hopelessness in Russia that was almost unthinkable today. Il avait toutes les raisons d'être amer à ce sujet. Il se trouve que moi-même j'étais à cette époque-là en Russie pour un film, et j'ai vu l'arrivée de pouvoir de Yeltsin et l'abîme de désespoir, de déréliction que ça a entraîné en Russie et qu'on ne peut pas imaginer. And the West always speaks about the oligarchs, but the country was handed over to organized crime. Les Occidentaux ont beau jeu de parler sans cesse des oligarques,
mais le pays a été livré au crime organisé. And this has become a little bit better because Putin forced the oligarchs to renew the resources, the machinery, and he forced them to pay taxes. For 9 years, nobody of them paid taxes. Et les choses se sont très légèrement améliorées depuis que Poutine a obligé ces oligarques à renouveler un peu le système et puis à payer des impôts tout simplement pendant 9 ans, ils n'en payaient pas. But the immediate successor of Gorbachev, of course, was Yeltsin, and for some time, of course, to catastrophic consequences. Donc l'arrivée de Yeltsin tout de suite après Gorbatchev a d'abord en effet été acclamée pendant quelques années, ce qui a enchaîné des catastrophes irréversibles. Andrei Gratchov, vous partagez ce point de vue sur les occasions manquées, sur qui auraient finalement précipité ou accompagné la chute de Gorbatchev? Oui, je dirais que une des conclusions plutôt amères auxquelles nous sommes obligés d'arriver maintenant, 30 ans après cette émission, c'est que ni en Russie, ni à l'Occident, on n'a pas su profiter de cette chance unique que représentait Gorbatchev. À la fois pour la Russie et pour le monde et pour l'Europe. Pour la Russie, oui, Werner l'a mentionné, je dirais la Russie n'a pas passé le test de la liberté que lui a été offert par Gorbatchev. Parce que ce climat de la liberté, cette atmosphère de la démocratie, très peu connue en Russie dans les époques précédentes, ne s'était pas avérée payante. Et donc, les gens, d'abord très enthousiastes par les promesses de la perestroïka, par voilà, le nouvel air qui a commencé à souffler, l'ère de changement, voilà, ont été vite découragés par le fait de ce que dans leur vie quotidienne, ces promesses ne s'étaient pas confirmées par le changement pour le mieux, par l'amélioration de leur vie. Mais de l'autre côté, c'est la responsabilité de la faillite, je dirais, de ce rêve de Gorbatchev, à mon avis, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui n'a pas eu la vision, bon, quand je dis l'Occident, je parle évidemment de gens concrets, des politiques, qui n'a pas pu réaliser quelle chance exceptionnelle s'ouvrait avec le projet gorbatchevien d'intégration de la Russie dans le système monde, alors que Gorbatchev, pour sa part, a tout fait pour que ce soit possible. D'ailleurs, pratiquement, et ça c'est en termes déjà vraiment politiques, mais les conditions avec lesquelles Gorbatchev a accepté, sans les contreparties, l'unification de l'Europe et de l'Allemagne et la chute du mur de Berlin, cette condition c'était que la Russie soit intégrée dans le système collectif de la sécurité, que la nouvelle maison commune intègre la Russie, mais voilà, ce n'était pas considéré comme par une partie de la classe dirigeante à l'Occident, bon, en commençant par les Américains, comme un projet rentable, tout simplement. Et d'autre part, peut-être, voilà, à cause des clivages qui existent entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, finalement, l'Europe s'est avérée trop timide, ou peut-être trop de confusion, pour ne pas accompagner la Russie dans cette transition prometteuse.
Mais le problème, c'est qu'après avoir rejeté la Russie de l'Europe vers l'Asie, on découvre après la Russie ou l'Union soviétique de Gorbatchev, la Russie de Poutine, qui est évidemment, dans pas mal des aspects, le contraire de ce qu'était le projet de Gorbatchev. Est-ce que, et troisième chance, et peut-être troisième aspect, volet du rêve de Gorbatchev, c'était que, après avoir vécu l'expérience terrible, effrayante de la guerre froide, après avoir passé à quelques centimètres, à quelques, je ne sais pas, kilomètres du danger du conflit nucléaire, les politiques à l'Est comme à l'Ouest étaient devenus suffisamment sages pour ne pas répéter ce genre d'expérience. Et voilà pourquoi, pour Gorbatchev, c'était la vision de ce qu'il appelait la nouvelle pensée politique, c'est-à-dire une pensée universelle qui devait réunir surtout les classes, les élites politiques dans la recherche de solutions des problèmes qui sont communs pour l'Est comme pour l'Ouest, pour le Nord comme pour le Sud. Nous vivons dans cette planète qui effectivement est elle aussi au bord de l'implosion, peut-être de la catastrophe planétaire, alors que eh bien, les élites politiques sont engagées dans la solution de leur, je ne sais pas, de leur ego, de leur ego masquin. Le paradoxe dans ce que vous dites, c'est que dans le film, on voit quand même des relations surprenantes de confiance établies entre Gorbatchev et Reagan, par exemple, qu'on pouvait imaginer plutôt aux antipodes à tout point de vue, et même avec Margaret Thatcher, qui se révèle plutôt sympathique dans le film, ce qui n'est pas notre premier réflexe quand on pense à elle. Comment on passe de cette confiance-là qui est assez surprenante à ce que vous dites, c'est une sorte de trahison de l'Occident? Assez simplement. D'abord, il ne faut pas négliger, il ne faut pas sous-estimer le relève des générations. Les générations de Gorbatchev, de Mitterrand, de Kohl, de Reagan et de Bush père, c'était des générations qui avaient vécu l'expérience de la guerre. Alors que ceux qui leur ont succédé, eh bien, c'est des gens pour qui la guerre est une option. Une option politique, un moyen impensable, c'est-à-dire pas impensable, mais pensable. Voilà. Et donc là, ces gens, comme pardonnez-moi la comparaison, comme des garçons qui sont devant les écrans de télévision, ils sont en train de jouer, voilà, aux jeux vidéo avec l'envoi des missiles, des fantassins virtuels, mais qui de toute façon ne souffrent pas dans leur peau. Voilà ce que ça peut représenter. Donc, la première explication, c'est le relève des générations. La deuxième explication, c'est que, je dirais malheureusement, et ça, Gorbatchev n'a pas pu l'anticiper, l'abattement des murs du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, du mur de Berlin, mais aussi des murs entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud, a conduit à une situation où les problèmes de toute autre envergure sont apparus. Et les politiques, tout simplement, ne sont pas ni formés, ne sont pas du niveau de s'en rendre compte. Et je suis obligé de constater que
malheureusement, peut-être une des éventualités puisse être de ce que l'humanité, mais aussi les classes politiques, sont obligées de revivre encore une fois la proximité du danger, mais peut-être même la réalisation de certains cauchemars, pour revenir sur la terre des problèmes réels auxquels ils sont confrontés. Bernard Herzog, vous partagez ce constat un peu déprimant, je dois dire. Well, I see what is happening and what could have been. Je vois bien ce qui se passe et ce qui aurait pu se passer. And I try to figure out what is happening now and in longer term. Russia for 400 years has tried to look west since Peter the Great. Cela fait 400 ans que la Russie regarde vers l'ouest. And I have the feeling this is over now. There's a clear moment where this is over and Russia is looking east now towards Asia, towards not only China but Asia looking east. That's one big historical event. Et je pense que là, la rupture est consommée et que le regard de la Russie est très nettement tourné vers l'Est, non seulement la Chine, mais vers l'Asie et l'Est au sens large, et ça c'est un tournant fondamental. And the other big movement is a movement inside. Russia is going back to its very soul. And you see this very soul when Gorbachev, for example, meets his aunt and his brother. It makes him cry how deep this country can be. Je pense aussi qu'il y a de la part des Russes un retour sur soi, un retour vers leur propre âme, leur propre identité. C'est quelque chose qui est incarné par les retrouvailles de Gorbatchev avec sa tante et son frère. On en est ému aux larmes de ressentir la force de l'âme russe. And part of this movement to internal is the resurgence of orthodoxy. It is not made by politicians. It's all the people. And it's when you go to Russia now, the churches are full. In the morning, on a Tuesday morning, the church is full. And young people are speaking to the priest. The priest is 26, and 16-year-old girl has trouble, and she speaks to the priest. And you can see it. Et ce retour sur soi se traduit beaucoup aussi par le grand essor, le grand succès, le grand retour de l'Église orthodoxe. Et ça, ce n'est pas du fait des politiciens, c'est quelque chose qui émane vraiment du peuple lui-même. Quand vous allez en Russie, en semaine, les églises sont pleines dès le matin et les gens qui courent à la messe, courent à l'église, ce sont des jeunes gens, des adolescents, et quand une jeune fille de 16 ans est perdue, elle va s'adresser au prêtre qui lui en a 26. So, deep inside, I'm not worried about Russia. Donc je ne me fais pas vraiment de soucis pour la Russie au fond de moi. But I'm worried about the crazies who are sleepwalking into a confrontation that could be beyond all dimensions we have ever seen. Mais je suis bien plus effrayée par ces fous somnambules qui avancent vers une confrontation dont les dégâts et les dimensions dépassent de très loin tout ce qu'on peut imaginer. Le film a été tourné évidemment avant l'invasion de l'Ukraine en 2022. Est-ce que dans les conversations que vous avez eues avec Gorbatchev, ce type de scénario, ce type d'évolution vers plus de guerre ou plus de confrontation entre la Russie et l'Occident vous semblait présent dans sa tête et dans ses craintes? I do not know if he had this precise fear, but I think he sensed that there was a rejection by the West, which would lead to a confrontation. And it was also the expansion of NATO, for example, and he said it very clearly. This
will have very serious consequences. Je ne sais pas s'il avait des craintes aussi précises, mais je pense qu'il avait un sentiment très fort, exacerbé, du rejet de l'Ouest, et notamment la question de l'extension de l'OTAN. Il disait bien que cela ne nous réservait rien de bon. And I remember that he said to me, I think it's not in the film, he said to me, he agreed with Henry Kissinger. Kissinger, who two decades before, had said, without security for Russia, there will not be security for Europe either. Et il m'a dit quelque chose que je n'ai pas regardé dans le film. Il m'a dit qu'il était d'accord avec Kissinger, qui 20 ans plus tôt avait dit si la Russie n'a pas de sécurité, l'Europe non plus n'en aura pas. And that's exactly what happened. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En même temps, vous montrez bien ce qui s'est passé dans les États baltes ou en Pologne, où là aussi le besoin de sécurité était très fort vis-à-vis de ce qui était à l'époque l'Union soviétique et ce qui est devenu la Russie. Yes, of course, and I think Gorbachev understood this. He understood it, even though I think for a short moment there was an attack on Lithuania for 2 weeks or so, which he hated. It was not ordered by him. But of course he respected the will of freedom of all these countries. Je pense que Gorbatchev en était très conscient, il avait vraiment un respect, une compréhension de cette aspiration à la liberté de tous ces pays, et la brève attaque qu'il y a eu sur la Lituanie pendant 15 jours est quelque chose qu'il regrettait vraiment et qu'il n'avait bien sûr pas commandé. And also the will of independence for Uzbekistan and Kazakhstan and Georgia and Estonia, you just name it. Et il comprenait tout autant le besoin d'indépendance de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, de la Géorgie, de l'Estonie, de tous ces États. And he said something very beautiful to Honecker. Honecker, who refused this new wind from Moscow, from Gorbachev. And Gorbachev said to Honecker, the German, East German president, it's a very beautiful sentence, who does not Catch up with history. will be punished by history. Who does not move now will be punished by history. And of course, that was very wise. Et il a dit cette très belle phrase à Honecker, le dirigeant de l'Allemagne de l'Est à l'époque. Il a dit celui qui n'épouse pas, qui ne suit pas le mouvement de l'histoire sera puni par l'histoire. Andrei Grachov, vous avez dit tout à l'heure que les générations d'après n'avaient pas cette vision de la guerre et donc peut-être étaient jouées avec la guerre. Est-ce que ça s'applique à Poutine? On a cette scène dans le film où Poutine vient devant le cercueil de Raïssa et passe devant Gorbatchev. On voit bien une différence de génération très forte entre les deux. Est-ce que ça suffit à expliquer Poutine? Oui et non, parce que d'une part, vous voyez, Poutine, il faut le voir en lui non seulement un personnage concret, avec une carrière que nous connaissons, l'ex-officier du KGB et tout, mais aussi l'émanation de cette Russie. De cette Russie traditionnelle, de cette Russie historique, aussi, bien sûr, tout naturellement, de cette âme russe dont elle se parle, qui est croyant, lui, orthodoxe, même si du temps de l'Union soviétique, il a bien sûr dû être membre du Parti communiste.
Mais en même temps, il faut, à mon avis, voir ce qui d'ailleurs explique un phénomène que parfois en Occident on comprend mal, la popularité de Poutine. Parce que les sondages que le donnent est vraiment populaire et que la grande majorité des politiques occidentaux pourraient envier, 60, 70, 80% de... C'était avant la guerre. Non, jusqu'à maintenant. 70%, voilà, même des centres de sondage comme Levada attestent voilà, que ça va diminuer. Pourquoi? Parce que là, nous sommes face déjà à un autre volet de Poutine. Pas seulement un Poutine sortant voilà, du passé de la Russie et de la terre russe. N'oublions pas sa ville natale, Saint-Pétersbourg. Et tous les habitants de Saint-Pétersbourg ont dû porter dans leurs os les horreurs de la guerre, du blocus que Leningrad à l'époque a vécu. Donc Poutine est certainement produit de cela, mais actuellement, et de plus en plus, surtout dans les dernières années, l'invasion de l'Ukraine l'atteste, est en train d'agir en quelqu'un qui cherche à instrumentaliser la guerre, ou la menace plutôt de la guerre, et même une sorte de menace vrai ou faux, mais pour le peuple de la Russie, c'est pas évident. Et instrumentalisant cet Occident menaçant et humiliant la Russie, Poutine peut s'appuyer sur le comportement occidental, parce qu'il faut bien le dire, l'Occident, à la fin de la guerre froide, n'a pas su, si la Russie n'a pas passé le test de la liberté offert par Gorbatchev, l'Occident n'a pas passé le test de sa victoire. Il a choisi de l'interpréter comme une victoire stratégique sur l'Union soviétique, sur son adversaire, et en même temps comme le mandat pour la gestion des affaires du monde sans se préoccuper des intérêts des autres. C'est ce que dit Gorbatchev dans le film, d'ailleurs. Il dit l'Occident pense qu'il a gagné, mais nous avons tous gagné. Ça n'entend pas. I would like to bring it a little bit back more to Gorbachev again, but one remark about Putin, and I had a practical experience. I was interested in the bodyguards. I mean, they were formidable. You don't want to mess with them. Huge men and very dangerous and very well armed. And I wanted to talk to them. And they were silent. Avant de revenir plus vers Gorbatchev, In my language. je voudrais juste dire quelque chose à propos de Poutine. En fait, j'ai voulu approcher, je m'intéressais aux figures et aux gardes du corps. Et c'est des gardes du corps avec qui vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes, des gens très massifs, très impressionnants et très armés. Et donc, je suis allée à leur rencontre. I learned from the closest circle of Gorbachev that Putin had sent him these bodyguards. Gorbachev had private bodyguards, but they were semi-professional, and he wanted to send the best of his guerrillas. He did not want Gorbachev to be assassinated. Et ce qui est intéressant, c'est que Gorbatchev lui-même avait des gardes du corps un peu quelconques, un peu du bras cassé. Et Poutine n'a pas laissé faire ça. Il lui a envoyé ses propres gorilles, c'est gens très, très professionnels et imbattables pour protéger la vie de Gorbatchev. Of course, there were differences in opinion, deep opinion, but Gorbachev respected Putin to some degree, and Putin respected Gorbachev to some degree. Donc, malgré leurs divergences d'opinion fondamentales, il y avait un respect relatif et réciproque entre eux. Juste une petite remarque à ce que Bernard vient de dire.
qu'est-ce que serait Poutine sans Gorbatchev? Un officier de KGB qui aurait fait peut-être une meilleure carrière qu'en RDR, mais il doit son poste actuel aussi à Gorbatchev et à tout ce que la Russie a vécu. Yes. I think you shouldn't harp too much about the roots of Putin with the KGB. The same was with Andropov, and Andropov was even boss of the KGB. Chernenko, Bush Senior was boss of the CIA. So what? KGB, il n'y a pas que Poutine qui en sort, on voit qu'aussi en sortait, Tchernikov aussi, et même Bush, père, lui-même venait de la CIA, et alors Vous êtes tous les deux des enfants de la guerre, vous avez traversé cette histoire avec ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, on a des générations qui sont nées après la chute du mur de Berlin. J'étais avec des étudiants il y a 2 jours et je leur parlais de la chute du mur de Berlin. Pour eux, c'était de l'histoire abstraite. C'était pas du tout dans leur chair. Comment vous pensez comment vous gardez cette capacité de transmettre ce que représente cette histoire? Oui, vous saurez peut-être mieux dire. Nous avons juste un an de différence avec Werner, comme date de naissance. Je suis né en été 1941, 2 semaines après le déclenchement de l'invasion nazie contre l'Union soviétique. Lui, il est né en 1942 et d'après ce que j'ai compris, comme ma mère, sa mère, avec son enfant âgé de quelques semaines, a dû fuir la maison, fuyant, dans mon cas, c'était les bombardements allemands, et dans le cas de la mère de Werner, d'après ce que j'ai lu de sa bio, devait échapper au bombardement des Alliés, probablement. Donc, voilà, vous voyez, mais en même temps, comme vous le comprenez, nous étions, et nous restons, même devant vous, les représentants des 2 côtés de cette guerre. Moi, du côté de l'Union soviétique, lui, du côté de l'Allemagne. Et en même temps, c'était aussi en partie le miracle de Gorbatchev, puisque dans le film de Herzog, et je ne crois pas que c'était pour flatter Werner, que Gorbatchev dit maintenant les Allemands sont nos meilleurs amis. Même si Kohl, en effet, dans ses premières remarques concernant Gorbatchev, a commis une erreur terrible en le comparant à Goebbels, mais Gorbatchev dit nous sommes devenus des vrais amis. Donc, les Allemands et les Russes, d'ailleurs historiquement, qui étaient rapprochés à ce point qu'ils étaient devenus les grands amis après les terreurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais on est obligé de constater que maintenant, avec les troupes allemandes qui sont envisagées comme les potentiels je ne sais pas, défenseurs de la nouvelle ligne de frontières entre l'Europe et la Russie de Poutine, ils sont à nouveau des 2 côtés de la barrière qui devient une frontière très dangereuse. Yeah, for me, it moves me to know that your mother had to flee like my mother had to flee from the bombs. And yet, although we were enemies, today I have only warmth for Russia, for the Russian people.
très émouvant pour moi de vous entendre évoquer ce parallèle entre nos mères fuyant les bombes avec leurs bébés, et pourtant, malgré ce statut d'ennemi qui a été le nôtre, moi je n'ai que des sentiments chaleureux pour la Russie et les Russes. And for how long time Germany and France were enemies, and I feel only warmth towards the French. La France et l'Allemagne aussi ont longtemps été ennemis et je ne ressens que des sentiments chaleureux pour la France et les Français. So these things are deeper. There's something permanent, and politics has its trend and is impermanent, but the interest of the nations and the soul of the nations is much more permanent. And Gorbachev was perfectly at his time the soul of what the Soviet Union or Russia was all about. And I miss this, I miss it. L'amitié entre les peuples, les intérêts communs des peuples sont des relations bien plus profondes qui relèvent de l'âme des peuples et qui sont permanentes, qui font fi des conflits, des relations plus soumises aux circonstances que crée la politique. Et Gorbatchev, pour moi, précisément, représentait cette permanence-là, cette âme-là, dont je me languis aujourd'hui. And for me, one of the most stunning political moments when I was young was Konrad Adenauer, the German Chancellor, embracing Charles de Gaulle. And Charles de Gaulle embracing Adenauer. I thought, do I dream? Can that be true? Un des moments politiques les plus bouleversants que j'ai vécu dans ma vie quand j'étais tout jeune, adolescent, c'est quand j'ai vu le chancelier allemand Adenauer et Charles de Gaulle s'embrasser. Je me suis dit, est-ce que je rêve ou est-ce que c'est vraiment en train de se passer aujourd'hui? C'est un mot de la fin. Écoutez, merci beaucoup. C'est de